Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, vidéo pour la présentation des listes et le pairing du round 1 du tournoi du 18 octobre dans lequel je vais participer. Voilà. C'est une vidéo que j'aurais voulu vous faire un peu en avant et surtout plus complète que celle que je vais vous faire aujourd'hui. Mais voilà, je suis malheureusement tombé malade, j'ai eu une grosse angine et comme vous pouvez encore l'entendre à ma voix, et je n'ai malheureusement pas su aller acheter les derniers Battle Tomes qui me manquaient pour réaliser cette vidéo, mais je vais la faire le mieux possible. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions aussi par rapport aux listes d'armées, vos avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ainsi que vos pronostics. Voilà, moi je vais essayer de faire mes pronostics aussi. Je suis totalement nul à ce petit jeu-là, mais j'aime beaucoup le faire. Eh ben, je vais essayer de faire la même chose ici, et je vais vous demander dans les commentaires de vous donner aussi pour vous les pronostics de ce round 1. Voilà, on va commencer d'abord. Voilà, le pairing, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le round 1 donc, va se jouer sur le scénario au fil de l'épée et dans le royaume d'Akshi. Donc, royaume du feu et fil de l'épée. Le fil de l'épée, c'est 6 objectifs qui vont être assez proches l'un de l'autre puisqu'ils seront à 12 pas l'un de l'autre dans le milieu de table. Donc, c'est vraiment un scénario où on va devoir foncer. On va devoir être l'un sur l'autre très vite. Surtout qu'à partir du tour 2, le joueur qui joue en deuxième aura en fait l'avantage de pouvoir enlever un objectif, voilà. Donc c'est un scénario où sur la longueur, ça va être difficile de prendre des points, vu que simplement, il y aura de moins en moins d'objectifs. Donc c'est vraiment très très important de prendre les objectifs assez vite pour pouvoir marquer le plus de points possible. Donc voilà pour le scénario, Royaume du Feu. On va donc passer pour la première liste d'armées. Donc on va d'abord faire toutes les listes d'armées, et puis après on ira sur les matchs proprement parlés. Alors, la première liste d'armées du chaos, donc de Jérémy, avec l'allégeance Slave to Darkness. Donc, c'est une liste d'armées qui sera assez forte, vous allez voir. Donc, le royaume mortel qu'il a choisi sera le royaume mortel de Chamon. Donc, royaume mortel de Chamon, qui va permettre... Hop, je remonte un peu, comme ça vous avez toute la liste, voilà. Le royaume mortel de Chamon, qui va lui apporter en fait un artefact. Vu qu'il a droit à un artefact, comme tout le monde, et qui va décider de le mettre sur son sorcier, vu qu'il aura un autre général, son général étant un personnage nommé, il ne peut pas l'avoir, et qui va jouer dans la Légion d'année pour les hosts de l'élu éternel. Donc, il n'a pas de page d'artefact, il n'a pas de choix d'artefact. Donc, pour avoir un artefact, il doit choisir un royaume des mortels. Là, il a regardé les différents royaumes des mortels, il a trouvé que Chamon était celui le plus intéressant pour lui, puisqu'il va mettre quelque chose sur un sorcier, que tous les autres royaumes vont apporter souvent des armes pour faire des dégâts. Chamon, lui, apportera quelque chose qui va être de protection. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Donc, il sera à la Légion d'année, Lost the Everchosen, donc le 8e cercle. Qu'est-ce que se fait? En fait, c'est simple, le 8e cercle va donner la capacité de voler à toute son armée. Et c'est très très intéressant parce que vous verrez dans son armée, c'est quand même beaucoup de cavaliers. Donc c'est une armée full montée à part son petit sorcier. C'est une armée qui peut aller vite, sans pour cela taper des points de vitesse, on va dire. Mais qui du coup peut être bloquée facilement par des cordons ou des choses comme ça. Être bloqué à certains endroits. Et bien là, avec le fait que toute son armée a le vol, ça peut être très intéressant. Donc le premier, voilà, on le connaît tous, il est assez fort à lui tout seul pour raser des armées. C'est le maître himself, Archaon. Donc voilà, Archaon, il va avoir l'aura de corne. Donc Jérémy a choisi l'aura de corne parmi les 4 dieux. Donc l'aura de corne, elle fait quoi? Que toutes les unités en fait à 12 pas de cette figurine relanceront les 1 pour toucher. Et ont plus 1 pour blesser vu que ce sera le général. Alors je pense qu'Archaon augmente cette aura à 18 pas. Donc voilà, tout ce qui est à 18 pas entièrement d'Archaon. Donc relance les 1 pour toucher, en plus 1 pour blesser. On va voir que ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors je vais aussi, petit rappel, je ne vais pas me pencher
énormément sur les listes. Hein. Je vais laisser un peu aussi de mystère dans les listes. Moi, j'aime bien, parce que je sais que beaucoup de participants regardent mes vidéos. J'ai aussi envie qu'ils fassent leurs recherches par eux-mêmes, qu'ils découvrent par eux-mêmes, ou qu'il y ait aussi cette surprise. Hein. On ne sait jamais. C'est aussi ça, la découverte des Age of Sigmar. Si on connaît tout directement, c'est pas super intéressant. Là, moi, je regarde en gros ce que ça fait son armée, et je trouve que, voilà, ça fait vraiment pas mal. Ici, on va voir que Archaron, c'est une grosse brute, hein, on va pas se le cacher. Voilà, il fait beaucoup de dégâts, c'est très très fort. Donc, il va aussi avoir un sort, hop, le sort qui est le sort, la masque des... non, hop, Whisper of Chaos, donc Murmure du Chaos, qui est une valeur de lancement de 7. S'il est lancé avec succès, excusez-moi, on choisit une unité ennemie à 12 pas, jetez un nombre de dés égal au nombre de figurines de cette unité. Pour chaque 6, l'unité subit une blessure mortelle. Si une ou plusieurs figurines de cette unité sont tuées par le sort, elle ne pourra pas se déplacer. C'est pas mal, ça peut gérer un petit peu des hordes, ça peut ennuyer des gens comme ça. Le fait que si ça fait un mort, ça ne peut pas bouger, ça peut être très intéressant pour empêcher une unité assez nombreuse de venir reprendre un objectif ou des choses comme ça. Voilà, c'est un bon petit sort, ça permet d'avoir aussi du dégât direct. Voilà. On va passer après sur le sorcier de Tzeentch. Donc, c'est normal, un sorcier ne peut pas être de cornes. Bien dommage, mais voilà, on ne peut pas encore avoir des forgerons de cornes qui permettent d'avoir plein de sorts de sang et des choses comme ça. Hein, voilà. On aura donc l'aura de Tzeentch qui va lui faire relancer les 1 pour les sauvegardes contre les attaques qui le ciblent. Ouais, bof, voilà. Mais c'est tout. Après, il a aussi, sur 5+, il ignore... Ah non, il n'est pas général, donc ça n'aura pas cette règle-là. Voilà. Voilà, c'est juste qu'il a droit à une marque. Voilà, il s'est dit, je vais mettre la marque de Tzeentch dessus. C'est une relance de 1, c'est toujours pas mal. Après, ça fait peut-être double effet. Je vais vérifier ce que fait son artefact. Ce serait un peu dommage que ça fasse double effet, mais... Hop. L'artefact, en fait... Ah non, c'est même pas mal. En fait, grâce à Tzeentch, il va relancer ses 1 sur les sauvegardes d'armure. Et grâce à l'artefact du royaume, la plate de protection parfaite, il va faire qu'il va ignorer la reine -1. Donc, voilà, on a quand même un sorcier. Le sorcier du chaos, il a quand même... il a combien en sorcier? Je vais regarder, tiens. Combien est-ce qu'il a en sauvegarde d'armure, le sorcier du chaos? Le sorcier du chaos, hop... il est là. Il a une sauvegarde de 4+, il ignore les reines -1. Et il relance les 1. Finalement, ça lui fait un petit tanking, c'est pas mal. Il serait dans un décor, il a une Seva 3. Voilà, on a un petit sorcier du chaos quand même, qui est important. Vous allez voir pourquoi, grâce à son sort, en fait. Il est important qu'il reste vivant, en fait. Mais voilà, donc il a le sort Masque des Ténèbres, qui permet en fait de choisir une unité mortelle Slave to Darkness, entièrement à 12 pas de lui, et de la retirer du champ de bataille, et de la téléporter en fait n'importe où à 9 pas d'un ennemi. Donc là, on va vraiment avoir un sort qui va téléporter, c'est très bien, il peut téléporter ses chevaliers du chaos sur derrière des lignes, sur des objectifs, et ainsi de suite. Ces unités de ligne vont être 3 x 5 chevaliers du chaos, accompagnés de 2 x 3 varanguards, tous avec armes ensorcelées et tous marques de cornes, puisque son allégeance fait... Enfin, ils sont tous marques de cornes, en fait, voilà. Donc... voilà, hein, on sait ce que ça fait, ça va vite, ça fait mal. Voilà, il va avoir peut-être des problèmes de nombre contre certaines armées, mais il a une puissance de frappe quand même assez énorme. Les varanguards, je les ai vus en action, ça meule. Là, j'ai vu dans une partie où il a joué contre une armée de Tzeentch, 3 varanguards qui ont permis de vaporiser 36 des 50 PV d'un pavé d'horreur qui donc se scinde en 2 aurores bleues, qui se scindent en brimstone. Donc pour 3 mecs, c'est énorme, ça fait peur. Donc voilà, il s'est pris un petit point d'extra en plus, c'est intéressant, s'il a quand même de chouettes compétences, et surtout il a besoin parfois de ce point, on ne sait jamais, hein, ça s'est vu dans certaines parties. Voilà, il s'est pris un point de commande supplémentaire, c'est toujours intéressant. Voilà. Alors moi je trouve que c'est une très bonne liste. Hein. Voilà, mon point de vue à moi, c'est que ça, c'est une très bonne liste. Évidemment, aujourd'hui, je ne parlerai que des listes et pas des joueurs. Hein. Je ne connais pas spécialement tous les joueurs, ou je ne connais pas spécialement leur puissance, leur background de jeu, leurs résultats en tournoi, sauf vraiment. Voilà, Jérémy, lui, je le connais. Je sais qu'il joue pas mal. Il débute encore, mais
franchement, il s'améliore de jour en jour. Donc ça va être quelqu'un à surveiller pour le tournoi parce que sa liste est très forte. Ah, on va passer à Maxime Béchu, Woodell, donc avec des Skaven. Quel grand homme. Jouons Skaven. Si je ne joue pas Skaven, c'est parce que j'en ai trop à peindre et je n'en peux plus. Que tous ceux qui ont une armée de Skaven me le disent dans les commentaires et savent de quoi je parle. Alors, en leader, on a un Gressir sur une Screaming Bell. Alors là, ça c'est génialissime, évidemment. Hein. La cloche, elle va immuniser à la bravoure dans un rayon. Elle va faire des dégâts avec son... ou des boosts avec sa cloche. Donc je vais être très très peu... comment on appelle ça? Aïe aïe aïe, j'ai un trou de mémoire. Je vais être beaucoup trop content sur les Skaven, hein. C'est mon armée de cœur. Donc objectif, voilà, je vais pas du tout être objectif sur cette armée. Pour moi, cette armée, elle est tellement chouette que il faut tout jouer. Donc voilà, alors, il joue dans la Légence Scaventide, donc la Légence classique hein, des Skaven, donc voilà, il n'y a rien de spécial, il va avoir tous les bonus, hein, sauf qu'il peut, l'union fait la force, masse écrasante, dirigé depuis l'arrière, tout ce qu'on aime chez nos petits rats, les préférés. Alors, dans les sorts, il a choisi le Warpgate. Wargal, hop, alors, ils en ont des arsenaux, ils sont où les sorts? Mon dieu. Voilà, alors, alors, évidemment, c'est en anglais, ici c'est en français, je pense que c'est la peste, hein. Que je ne dise pas de bêtises, hein. Je pense que c'est la peste. Ce serait le plus logique, ou alors ce serait la maltornade. Il n'y a rien de... Ou alors c'est peut-être son sort de base, en fait. Je suis en train de dire des bêtises. Je vais vérifier ça, je vous dis des bêtises. Je regarde en même temps que vous, je vous dis, je sors à peine de maladie, je suis complètement à la ramasse. Bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, non, je pense que c'est un sort qu'il a pris. Wargal, pour moi, c'est la peste. La peste, c'est génial, c'est, voilà, si vous choisissez une unité ennemie à 13 pas, vous jetez un dé pour chaque figurine, sur 5+, c'est une blessure mortelle. Voilà. Si je me trompe de sort, dites-le en commentaire, hein, donnez-moi le bon sort en français. C'est vrai que j'ai pas vérifié complètement ce qu'il y avait, mais pour moi, ça me semble tellement logique que ce serait la peste. Que voilà. Un Warlock Engineer, ouais, qui sera le général, ok. Alors, il a pas mis le gros, il a mis le petit, ok, intéressant. Il a mis deux petits en fait, qui ont le trait de commandement inventeur dérangé, oui, qui est excellent, hein, ce trait de commandement-là. C'est celui que je mets aussi pour mon clan Skryr, qui fait que au début de la phase de tir, vous pouvez choisir une unité du clan Skryr ami entièrement à 13 pas. Elle relancera ses jets de touche pour les armes à projectiles. Très très fort. Vous allez voir dans son armée, très 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 fort. Ça va être intéressant par contre de voir avec qui il va la jouer. Ça m'intéresse. Vous allez voir pourquoi. Donc, ces sorts, c'est plus, toujours plus de ville pouvoir qui va faire que ça fera plus de ville pouvoir. En fait, il va choisir une unité qui va relancer ses jets de touche et ses jets de blessure jusqu'à la prochaine phase de héros. Et à la fin de notre prochaine phase de héros, elle se prendra des 3 blessures. De nouveau, ça fiabilise énormément les unités de tir qui font très mal chez les Skaven. On verra. Le deuxième Warlock Engineer, il a l'injecteur de vigueur. Alors, l'injecteur de vigueur, son petit artefact, l'injecteur de vive poussière. Donc, il choisit une unité de rat des marais, rat des Skaven, a mis entièrement à 12 pas, et plus 1 à la charge, plus 1 à la touche. Là, je trouve ça super fort. Par contre, comme on peut voir dans ces unités, là, je me pose une question. Est-ce qu'il va booster ses Stormfang, qui pour moi est quand même sa grosse unité, hein, 520 points, il a bien géré ses armes dedans, je trouve, donc vraiment très intéressant. Ou est-ce qu'il va gérer, c'est Jesai, parce que les Jesai, on sait tous, qu'est-ce que ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait mal. Donc là, voilà. Ça dépend comment il va jouer, mais je suis très intéressé. La Doomwheel, ça c'est une unité que je n'ai jamais testée à Age of Sigmar. J'en jouais pas mal à Warhammer Battle avant, mais j'en joue jamais à Age of Sigmar. Mais ça peut être très intéressant. Je vais découvrir la Doomwheel, je la connais pas. Par contre, 2 fois 20 clans de rats, 1 fois 40 clans de rats, c'est fort. Il n'y a rien à faire. C'est génial, ça va bloquer, c'est immuniser la braverie avec la Screaming Bell.
c'est voilà, ça va prendre le champ de bataille et ça ne va plus bouger. Une Warfire Thrower, le lance-feu, qui est énormissime. Ça, je pense que quitte à, si je tombe contre lui, quitte à gaspiller 19 tirs d'archer, mais je la shot au premier tour. Je ne veux pas que ça s'approche de mes lignes, ces choses-là. Le Warp Grinder, c'est fort aussi, c'est pas mal. Voilà, c'est 2000 points. Je trouve que c'est une liste très très chouette. Elle est assez différente de la liste que moi je joue en Skaven. Je vous la présenterai une fois, ma liste, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous la présente. Mais je trouve cette liste très 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 fort. Je ne connais pas le joueur, enfin je le connais parce qu'il suit mes vidéos, on a parlé un peu en privé. Mais je n'ai jamais vu jouer, donc je suis vraiment curieux, d'1, de voir son armée. De 2, de voir comment il la joue, c'est très très chouette. Et je sais qu'il était intéressé pour venir faire un rapport de bataille sur la chaîne. Eh ben franchement, avec des listes comme ça, moi ça m'intéresse de voir comment il la joue et de jouer contre. Donc voilà, donc Maxime, si tu regardes cette vidéo, évidemment, on s'arrangera au tournoi, mais après, il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu sur la chaîne pour faire une partie avec tes Skaven. On va passer après à un autre Jérémy Verrier, avec ses Séraphons. Alors là, c'est une liste que j'ai lue, qui m'a semblé bizarre. Mais, voilà, c'est vrai que ça ne joue pas comme moi je joue, mais ça m'a semblé, voilà. Donc, il joue Shamon. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi il a pris Shamon, parce que il n'a pas pris l'artefact. Donc, voilà, je ne vois pas compris pourquoi, mais... Ok, après, s'il a peut-être pas un converti pour ce royaume-là, hein, comme moi j'avais fait à la base mon armée pour les royaumes, dans les royaumes de la mort, même si ça semble bizarre, mais en fait, dans un des romans sur les royaumes de la mort, petit aparté, il y a une plage en fait avec de l'eau et souvent les attaques viennent de là. Et c'est vrai que dans mes socles, j'avais été parti sur cette idée-là pour mes caradrons, où ils arrivaient par la mer en fait pour arriver sur les plages du royaume de la mort, de Chiche. Et donc voilà, c'est vrai que j'avais poursuivi ce thème sur les socles de toutes mes armées, mais voilà. Donc ici on a Jérémy avec donc Thunder Lézard, hein. On y va, Thunder Lézard. Si vous voulez voir exactement ce que fait Thunder Lézard, je vous l'ai expliqué en long, en large, en travers sur ma vidéo sur présentation de mon armée Séraphon. N'hésitez pas à aller la voir. Idem pour le rapport de bataille avec les Séraphons, hein, puisque je joue justement Thunder Lézard. Le petit cochon, il va jouer Croak. Croak, cette momie qu'on aime tant, qui reste, qui ne part pas, qui est toujours là, qui est tellement fort, qui peut lancer et dissiper 4 sorts, qui peut lancer plusieurs fois le même sort, qui va faire des blessures mortelles à foison, avec son petit Astrolite Bearer qui est à côté, qui va augmenter la portée de ses sorts en plus. Bah oui, tant qu'on y est. Donc voilà, l'Astrolite Bearer qui est super intéressant aussi. Hein. Ça ajoute plus 6 à la portée. Ça permet aussi de donner un Phinopen à 6+. Voilà. Il est bien, il est là, il va protéger. Il y aura les 2x5 sur Usgar pour aussi entourer Croak pour éviter qu'on vienne le choper. Il y a le Sking Oracle sur Troglodyte. Première fois que je verrai cette figurine en termes de jeu. Je n'ai jamais vu jouer sur une table, donc ça peut être très intéressant. C'est encore un mage. Donc vraiment bien. Donc il va rajouter plus un lancement, conjuration et dissipation de sorts. De plus, elle peut tenter de dissiper partout sur la table, comme Croak, comme les Slans. Très intéressant. Il va se régénérer, il a la terreur. Et alors, il a aussi un tir qui va faire que quand on va blesser, juste blesser, même pas tuer, blesser une figurine, donc il faut au moins avoir des pertes de points de vie, hein, sur une unité ennemie, en fait, on pourra relancer les charges avec cette figurine-ci, donc on va pouvoir charger dedans. Donc voilà, et elle a un sort évidemment qui va aussi faire des dégâts mortels. Donc là on va vraiment se retrouver dans beaucoup de dégâts mortels avec de la magie. Là. Bam bam bam. La preuve, il a pris les Balwing Vortex qui vont lui permettre de balancer des sorts à travers. Voilà, on voit bien que... Voilà. Donc là on va avoir une grosse base j'arrive pas à parler, de sorts, de dégâts mortels, beaucoup, qui vont rester bien protégés derrière 10 Urusguard. Et à côté de ça, eh ben, on va avoir le pack tir et le pack je peux quand même te charger au cas où. Donc on va avoir l'engine of the God,
Donc, il va avoir l'artefact du fusil de conflagration, que je vous en avais déjà parlé dans Thunder Lézard, qui est un show de tir, qui fait encore des dégâts mortels. L'Engine of God, qui va faire soit des invocations, soit des dégâts mortels, soit des bonus. C'est super intéressant. Il va avoir les Terradon Riders qui vont balancer des rochers, donc de nouveau de la mortelle, qui vont avoir une petite unité qui va aller prendre des objectifs, qui va venir embêter votre adversaire, qui va venir faire des petits cordons pour vous empêcher de passer, et ainsi de suite. On va avoir une Salamandre Hunting Pack qui fait beaucoup de tirs, il fait très très mal au tir. On va avoir un Basiladon qui fait très très mal au tir et qui est très résistant. Et on va avoir un autre Stégadon, qui est aussi en ligne, avec un arc, donc qui va rajouter des tirs. Donc voilà, on va vraiment se retrouver sur une liste qui va faire du tir, de la mortelle, et si on arrive tout près, à quand même quelques figurines de contre-attaque, puisque son bataillon fait que à la phase de héros, vous pouvez déclarer si ce bataillon sera l'Est ou sauvage. Si vous optez pour l'Est, jusqu'à votre prochaine phase de héros, les unités de ce bataillon peuvent courir et tirer et ou charger le même tour. Si vous obtenez pour sauvage, jusqu'à la prochaine phase de héros, vous pouvez un +1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée. Donc, généralement, je pense, de mon humble avis, il va tout le temps être l'Est. Comme ça, toute son armée va pouvoir tout le temps bouger, courir, tirer, charger. Et là, on va commencer à avoir une armée qui va pouvoir prendre des objectifs, qui va pouvoir se bouger sur la table, continuer à faire des mortels, continuer à tirer et tout ça. Donc, c'est une armée qui, après la première lecture, je me disais, mais il a rien sur table, comment il va faire et tout ça. Et je pense que c'est une armée qui, au final, va quand même faire pas mal de choses, va faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, vous allez voir que cette première ronde, elle va rencontrer une autre armée qui va être très très forte aussi. Je pense que c'est déjà le premier match au sommet de ce premier tour. On va passer à la liste suivante. Et on va passer à Quentin Dubus. Mon cher Quentin. Alors, mon cher Quentin, malheureusement, il fait partie d'un des deux bouquins que je n'ai pas chez moi. Voilà, malheureusement. Donc, je vais parler... là, je ferai peut-être des erreurs quand je vais expliquer les choses, parce que je ne les connais pas, malheureusement. Donc voilà. Et encore plus dédommageable, c'est que Quentin est mon premier adversaire. Donc j'ai une totale non-connaissance de son armée. Alors, j'ai Eric, que vous connaissez parce qu'il a déjà fait 2 rapports de bataille sur ma chaîne, que je vous invite à aller voir, le rapport de bataille Luminette contre Disciple of Zench, et le rapport de bataille, mon tout premier rapport de bataille Age of Sigmar, Caradron contre Césoruk, donc voilà, qui a quand même une bonne connaissance. Il m'a fait un petit résumé qui est ici, de ce que je dois savoir sur les Sylvanettes et tout ça. Donc je l'en remercie beaucoup, donc ça va m'aider un peu à préparer le combat. Mais en attendant, voilà un peu, hop, ce que va faire son armée. Alors, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a mis des noms à tous ses personnages. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est quelque chose que d'habitude je fais aussi. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour mon armée, mais c'est vrai que d'habitude je le fais aussi. Alors, il a Drisha. Drisha, on la présente pas, hein, quelque chose qui fait très très mal. Elle peut, en fait, soit elle fait très très mal au corps à corps, soit elle fait très très mal au tir. Je ne sais pas lequel des deux il a choisi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera à tir ou corps à corps. C'est vrai que c'est pas spécialement noté, donc voilà. Il va avoir le sort Rigro. Pour principe, Rigro, ça me dirait plus un sort de soin, on va dire. Je sais qu'ils vont avoir de toute façon des sorts pour créer des forêts. Ils vont avoir des sorts pour... je sais que c'est la branche West ou la branche Witch qui va avoir le sort pour pouvoir invoquer une unité de dryade. Ça va être d'ailleurs celle-là que je vais pouvoir absolument sniper dès le départ, je pense. Il va avoir donc une branche Witch, une branche Witch. Il va avoir un Arche Revenant qui va booster ses Kurnotes. Voilà. Donc de base, ça fait quand même quelques mages. Oui, donc il va avoir deux mages, 3 mages avec Drisha. Ok. Il va avoir des endless spells, donc la prismatique palissade qui moi ne m'embête pas trop, mais ça peut être intéressant effectivement. Hein. Le Spite Swarm Hive, je pense que c'est celui qui soigne, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il va avoir un gros pavé de 30 dryades qui moi ne m'embête pas spécialement.
Donc voilà, voilà, c'est un pavé de Dryad. Alors oui, je sais qu'avec tous les bonus dans les forêts et tout ça, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'embête. Les 3x5 tri revenants ne vont pas m'embêter non plus. Les 6 Kurnoth vont énormément m'embêter, ainsi que les 3 autres Kurnoth, parce qu'il n'a pas mis en tir, il va vraiment foncer avec eux, et ça va faire très très mal. Je dois faire très attention, car il va placer des forêts, il va pouvoir se téléporter dans les forêts, donc ça va être très chaud. Il a son Trilord qui peut faire très mal aussi, hein, et finalement c'est pas cher en points, un Trilord, 180 points, c'est vraiment pas mal. Il a un bataillon, je ne sais pas ce que ça va. Alors je vais voir avec vous ce que Eric a présenté. Donc voilà, la liste Sylvaneth est sympa à la lecture, donc elle a 2 cibles à abattre pour lui, le Arche Revenant, comme je vous avais dit, hein, qui est une unité de chasse rapide qui peut me faire très mal sur mes petits persos ou tout ça, et surtout qui vont booster les Kurnoth. Vous avez la Branch Witch qui peut ramener des Kurnoth ou des D3 figurines dans les autres unités. Alors ça va ramener des Kurnoth, ça c'est très méchant parce que les Kurnoth c'est résistant, et si en plus ça remet à chaque fois, donc voilà. Il faut absolument dissiper son sort qui pourrait invoquer des forêts, c'est un générique connu par tous les sorciers. Alors déjà voilà, donc c'est même pas... Voilà, tous les sorciers peuvent le connaître. Après, ça fait mal, hein. Et ça casse pas mal de ses mécaniques de jeu, sa mobilité, hein. Voilà, donc les unités peuvent se téléporter d'une forêt à une autre, et si elles sont à 6 pas, les sorts persistants permettent d'avoir plus 3, donc les charges potentielles a des charges à plus 6 derrière. Ouais, ça peut faire très mal. Alors l'allégeance Glade lui donne une relance des 1 pour la touche. On voit qu'il est quand même porté pour le corps à corps. Voilà. D'où le fait que je pense que Drisha va avoir ses attaques au corps à corps plus que ses attaques de tir. Ou alors il a fait kiff-kiff. C'est possible aussi, hein, ça peut être intéressant. Il a une aptitude pour avoir une Philopène à 6. Et un trait de co qui permet de soigner des 3 si il réussit à lancer un sort. On voit que ça peut vite... voilà, toujours dans cette optique, je vais soigner mes unités, je vais les booster au corps à corps. Si on veut au corps à corps, tu m'en tues une. Ah ben regarde, elle revient et ainsi de suite. Ça peut faire très mal. Surtout si sur des scénarios comme le premier, par exemple. Le premier, s'il arrive sur les objectifs, et que pour en délanger, je dois le tuer 3-4 fois, puisqu'à chaque fois il revient, ça devient difficile, hein. La Branch Wedge qui peut invoquer d'Hydriade, alors là, il faut vraiment que ça ne passe vraiment pas, ce sort-là. Celui-là est le sort pour la forêt, il faut vraiment pas que ça passe. Le bataillon par contre ne concerne que la Branch Witch, une unité de Tri-Revenant et le Trilord, et empêche de se désengager contre ces 3 unités. Ça fait mal ça, hein. Et ça permet que faire un Trilord glu, car il peut te faire taper en dernier sur 4+. Ouais, ça peut faire très mal. Effectivement, n'oubliez pas qu'une des grandes règles des luminettes, puisque c'est moi qui vais affronter cette armée-là, la grande règle des luminettes, c'est qu'au moment où je peux choisir une unité, pour taper, je peux pouvoir en choisir 2. Donc je vais souvent frapper plus souvent que lui avant. Alors sa force de frappe c'est les Kurnoth, hein, logique, hein, ça j'avais bien remarqué. Les tri-revenants sont des petites menaces qui vont surtout aller prendre des objets et ainsi de suite, mais ça me fait déjà un peu moins peur. Voilà, l'allégeance de base est de garder des unités en réserve qui pourront arriver par les forêts. Donc je pourrais peut-être pas sniper les persos en direct. Voilà. Ça va être très chaud. C'est une des armées qui me faisait le plus peur à affronter. Et malheureusement, c'est la première que j'affronte. Mais heureusement aussi, parce que c'est une armée que j'ai pas l'habitude de jouer contre, que c'est une armée que je connais Quentin, et son armée, elle est magnifique. Donc je vais même voir peut-être pour filmer cette partie-là, en fait. Parce que comme je sais que Quentin est un très chouette joueur et que c'est une armée superbe, c'est peut-être même cette partie-là que je vais vous filmer. Je ne suis pas encore sûr, hein. Je dois voir avec le matériel et tout que je vais pouvoir ramener là-bas et comment je vais faire. Mais si je vais filmer une partie, ce sera peut-être celle-là, d'ailleurs. Donc Quentin est un adversaire à prendre hyper au sérieux, comme tous les adversaires de toute façon, hein, je prends toujours mes adversaires hyper au sérieux, mais là c'est une liste qui va me faire très peur. Eric, mon analyste Sylvaneth, qui lui vient avec l'allégeance Beast of Chaos. Alors de nouveau, c'est le 2e livre que je n'ai pas chez moi, donc malheureusement je n'ai pas pu voir un peu sa liste, qu'est-ce que ça donnait. Après je vois que c'est une liste quand même assez basée sur du Zench. Il a le Wildfire Taurus, ça je sais que c'est hyper fort comme sort, il faut vraiment le dissiper. Et après ben voilà, il a le Beast Lord, un Dombul, il a un Shaman, il a un Zangor Shaman. On va voir qu'il va quand même avoir 2 fois 10 Zangor, 2 fois 3 Skyfire, plein de petits Ungor, ça c'est très fort. Le bataillon, je ne sais malheureusement pas ce qu'il fait, donc Eric, n'hésite pas, si tu as envie évidemment de l'expliquer, le mettre dans les commentaires. Voilà. Et surtout, ben, il a le pavé de 30 Bestigor, qui est une unité génialissime dans tout Warhammer Age of Sigmar.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment... je suis très curieux de la voir jouer parce qu'on dit souvent que les bêtes du chaos sont un peu en dessous et tout ça, parce qu'en fait c'est pas qu'ils sont un peu en dessous, c'est que c'est une armée très difficile à jouer en fait. Et je sais qu'Eric est quand même un bon joueur, qui connaît bien les règles, qu'il est très à cheval sur les tactiques en fait de son armée, et je serais très curieux de voir son armée jouer parce que bien joué, je sais qu'une armée de Beast of Chaos, c'est une armée qui peut être très très forte. On va passer après à Thomas Conrad. Alors, Thomas, il joue City of Sigmar, dans la cité de l'Anvilgard. Anvilgard, la cité des elfes qui sont pas très gentils. On va dire ça. Alors, il est obligé de venir de Akshi. Voilà. Ce qui est pas mal, en fait, c'est qu'ils ont des accords illicites. Bravo. Ils ont des primes sur le marché noir, ils ont un essai de sorcellerie, agent dissimulé, donc il peut choisir parmi un de ces 3 bénéfices. Et je sais que lui, il a pris Black Market Bounty, donc prime au marché noir, pour avoir un artefact supplémentaire. Et là, on va voir que dans la finesse, il va jouer, car il va mettre un Celestial Hurricanum avec le Battle Mage. Très très chouette, hein. Ça donne dans une aura +1 pour toucher à vos unités, ça donne un mage qui a une comète, pas mal de blessures mortelles, c'est un tir qui fait pas mal de blessures mortelles, ça, je trouve ça très très chouette. À côté de ça, il va avoir une sorcière sur un dragon noir, avec le sort Vitriol Spray, jet de vitriol, sort de balancement de 8, s'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 6 pas, jusqu'à votre prochaine phase de héros, la caractéristique de sauvegarde d'un mur est considérée comme nulle. Ça, c'est méga fort. C'est super fort. Vous choisissez une unité, ben non, t'as pas de sauvegarde en fait. Ah ouais, ben c'est fort quoi. Donc, ça c'est pas mal. Il faudra se faire gaffe à ça. Hein. À côté de ça, on a 2 Dreadlords sur Dragon Noir. Ben, ça cogne. C'est vraiment pas mal. Ça peut faire très très mal. On va avoir 2 x 5 chevaliers sur sang-froid, 1 x 10 chevaliers sur sang-froid, 10 Blackguard et une hydre de guerre. Alors là, on va avoir donc une armée, on va dire, full cavalerie, puisque l'hydre n'étant pas de la cavalerie, mais elle peut avancer aussi vite, qui va faire très mal à l'impact, qui va avoir un bon bonus avec le Celestial Hurricanum. Voilà, maintenant je pense que le petit défaut de cette liste, c'est que si c'est pas elle qui impacte, elle va pas faire beaucoup en fait. Hein. Malheureusement, si le sort Vitriol ne passe pas, ben, contre des unités bien armurées, ça va faire mal. S'il tombe, je sais plus contre qui il tombe, mais par exemple s'il tombe contre une armée Caradron par exemple, le Caradron va se donner à cœur joie avant qu'il puisse arriver. Donc voilà. L'armée est très chouette. L'armée est visuellement très chouette. Je l'ai vu sur table. Ça donne super bien. J'adore le voir ces 3 dragons, tous ces chevaliers sur sang-froid. Enfin, ça me rappelle quand je jouais Elfe Noir. Je surkiffe. Et je ne demande qu'à être surpris par cette armée. Voilà. Là, de bas, je ne vois pas beaucoup. Ça me fait un peu moins peur pour mon armée. Maintenant, on n'est jamais à l'abri que ça puisse faire des surprises et que ça puisse faire très mal. Hein. Donc, l'hydre de guerre, voilà. Alors, vous voyez un petit ici, 5-4 pour les behemoths. Alors, en fait, le programme n'a pas pris en compte de Games Workshop pour faire les armées la dernière fac qui a été mise en place, où ils disent que, en fait, l'hydre de guerre, comme elle est en battle line, perd, en fait, le keyword behemoth. Donc du coup, il est bon dans les behemoths. Voilà, faut pas s'inquiéter, ça a été vérifié. Hop, on va passer après sur Émile. Émile, alors Émile avec des ogres. Bah, Émile avec des ogres, on va dire que c'est tout dans la finesse, tout dans la légèreté. Donc un Frostlord sur Stone Horde, un Huskar sur Thundertusk, 2 grosses bestioles, une qui résiste bien, une qui tire bien, un Oura de froid, ça fait mal, c'est des ogres, ça va très vite. Le Stone Horde peut être très vite dans notre tronche, ça faut faire très 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 attention. On va avoir un tyran. Le tyran, j'aime beaucoup le tyran parce que il a cette capacité à y faire des blessures mortelles à une de ses unités. Mais après, l'unité ne fera plus jamais de test de braverie. C'est super fort. Donc, pour des figurines qui ont beaucoup de PV, c'est très très dommageable en fait de perdre énormément de figurines sur un test de bravoure raté. Et puis après, bon, on va avoir, voilà, c'est de la finesse. Hein. C'est 8 Iron Guards,
4 Iron Guards, 4 Iron Guards. Donc c'est que des trucs qui tapent fort. 6 Lead Belcher, ça c'est ceux avec les canons qui tirent. Voilà. Donc c'est une liste qu'on voit venir. On voit où elle veut aller. Mais qu'on sait que ça va être dur de l'empêcher d'y aller et que ça va faire mal quand elle y va. Donc voilà, donc ça c'est une liste qui peut me faire très peur aussi, et c'est une liste très chouette, hein. J'ai hâte de voir son armée aussi peinte, franchement je suis fan. On va passer au deuxième allégeance City of Sigmar, donc de Jonathan Malburny. Alors lui par contre, il est passé de l'autre côté en fait, hein. On a eu une liste, on va dire typée anciennement Elfe Noir, maintenant on va avoir une ancienne liste typée aux Elfes, où on va avoir en fait du Phoenix. Donc 2 Frost Earth Phoenix. Les Frost Earth Phoenix, ça fait mal, hein, ça te donne des auras où tu vas avoir des malus. Voilà, ça fait mal de base. Il faut vraiment s'en occuper très très vite, sinon après ça devient ingérable. Voilà, c'est vraiment embêtant. Un Knight Incantator, pourquoi pas. En allié, ok, cool. 3 demi-griffons, très forts les demi-griffons, hein, très forts. Moi j'aime beaucoup les demi-griffons. Bonne cavalerie, qui fait mal, qui résiste. 2 x 20 Phoenix Guard, on ne présente pas les Phoenix Guard, si, allez. 2 x 20, 1 x 10, le Phoenix Guard c'est quoi? C'est sauvegarde à 4. Chaque blessure et chaque blessure mortelle sont annulées sur 4+. Voilà. C'est peut-être pas l'unité la plus tanky du jeu. Je pense qu'il y a certains Fire Slayer qui seront peut-être plus tanky. Mais c'est une des unités les plus tanky du jeu. Pour sortir une unité comme ça d'un objectif, faut y aller. Faut en mettre de la blessure. Il faut en mettre de la blessure. Faut pas avoir peur. Et balancer. Donc voilà, c'est vraiment une unité qu'il va falloir aller chercher. Ça a que 1 point de vie. Ça fait pas spécialement mal au corps à corps. C'est 2 attaques, 3+, raid -1. Voilà. Fait pas de test de déroute s'il y a une unité, un héros Phoenix Temple. Donc, génial. Donc, vous pouvez même pas l'avoir là-dessus. Donc, pour moi, ce qu'il faut vraiment faire, en priorité contre une armée comme ça, c'est de tuer les 2 Phoenix. Les 2 Phoenix faut vraiment la tuer, hein. Le -1 dans un rayon de 9 pas, s'il n'a pas encore subi de blessure, pour blesser sur les attaques de mêlée des ennemis, c'est super fort. Il a aussi le fait qu'il annule les blessures sur 4+. C'est très fort. Il va avoir +1 à la sauvegarde d'armure, donc on va passer la sauvegarde d'armure à 3+. Si un sorcier ami a réussi à lancer un sort. Voilà, donc c'est chaud. Il a 2 x 10 Shadow Warrior. Ça c'est très intéressant aussi, hein, des Shadow Warrior. Ça va permettre de prendre des objectifs, hein. Ça fait quand ils sont à couvert, ils ont +1 au jet de touche, au jet de blessure sur leurs armes de tir, ce qui est de 3+, 4+, passe à 2+, 3+. C'est pas mal, hein, c'est quand même 20 tirs, ils sont 2 x 10. Hein. Ils peuvent être placés plus sur la table, en fait, à la fin de la phase de mouvement, n'importe où sur la table à 9 coups d'un ennemi, donc pas mal. Cette armée, ça c'est une armée qui va, je pense, pas spécialement faire mal dans les dégâts. Ça peut, hein, mais c'est pas ce qui va flasher le plus. Par contre, c'est une armée qui, quand elle va prendre des objectifs, ça ne bouge pas de l'objectif. Donc, va falloir aller les chercher, ceux-là. Hein. Je sais pas contre qui ils tombent, on verra ça après, mais voilà. On va passer à mon cher Adri. Donc, Adrien, que vous avez vu sur le rapport de bataille avec ses caradrons contre mes séraphons. Voilà, concrètement, c'est exactement la même liste qui joue. On l'a déjà débriefé tous les deux pendant le rapport de bataille, n'hésitez pas à aller le voir. Et concrètement, c'est une armée de Caradron qui va faire très mal. C'est une armée de Caradron qui fait mal. 3 gunhaulers, 2 petits bateaux, 2 frégates, 2 bateaux moyens, un Ironclad, un gros bateau, le bataillon qui va bien avec, des Thunderers pour faire plein de tirs avec le Fulminator, -1 pour être touché. On a vu comment j'ai galéré pour essayer de les tuer. Un amiral Arcano qui ira sûrement dans son Ironclad pour lui donner plein de bonus avec ses aptitudes de commandement, dont en plus il a mis le masque qui fait que son aptitude de commandement, il doit pas le payer le premier. Les Dreadmaster avec le dirigeable suite, avec les bombes phosphoriques pour la blague de si tu rates pas ton jet de dés, tu tues toute une unité. Donc voilà. Pour moi, un des gros favoris du tournoi, la liste est très forte. Pour moi, il n'y a pas photo. Ça va être un des gros favoris du tournoi. On verra, mais il va falloir se battre contre ça.
Ma liste, bah, je vous la présente pas, je vous l'ai fait dans la dernière vidéo, elle n'a pas changé. Donc voilà, soutenez-moi dans les commentaires, il faut que j'y arrive. Alors, on a Esteban, petit rajout de dernière minute pour remplacer quelqu'un qui n'était pas là, avec sa liste idonnette. La liste qui fait mal, la liste qui tâche, on va dire, sans être méchant, parce que c'est la liste qui, voilà, c'est la liste qui fait tour 3 t'es mort si t'as pas réussi à essayer de faire quelque chose, quoi. Là où je suis content, c'est que par rapport, donc moi Esteban je le connais depuis longtemps, hein, on a souvent joué ensemble. Donc sa liste je la connais, elle fait très mal, voilà, on va pas se le cacher, hein, 2 fois 6 Morsargard, 1 fois 6 et 1 fois 3 Ishlangard, voilà, des Muren à ne plus savoir quoi faire. Par contre, là où je suis très surpris et très content, c'est qu'il a quand même un peu changé sa liste, parce que moi je me souviens qu'à l'époque il ne jouait que des Muren, et là il a quand même 2 fois 10 Namartritral, très chouette. Donc des fois 10 piétons, avec des Isharan Souscrier, et un Akelian Arlopex, donc le requin. Le requin, depuis qu'il a diminué de points, est devenu hyper intéressant. Je trouve ça même un petit peu dommage qu'il n'en a pas plus. Là, style a diminué une unité d'Akelian pour mettre un peu plus de requins. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, 1970 points, donc il aura souvent aussi un petit triomphe. Il fait énormément de blessures mortelles, il fait énormément de dégâts. Ça aussi, c'est une grosse liste qui pour moi est un des gros favoris de ce tournoi. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout prévu pour jouer contre de l'idonnette, donc je sais pas du tout comment je peux m'en sortir. Ça va être une partie hyper intéressante. Et la dernière liste, la liste d'Arnaud. Alors, Arnaud, il me fait plaisir. Arnaud me fait un grand plaisir. Arnaud vient avec des gobelins. Gloomspite Gitz. Et ça, c'est bon. Un Fungoid Cave Shaman qui va lui permettre d'avoir un point de co sur du 4+. Un Loonboss sur Mangler Squid, parce que c'est tellement fort qu'il faut le jouer. Un Madcap Shaman, parce qu'il a la main en Degork en sort, et que c'est tellement fort de pouvoir TP. Un Scuttleboss sur Gigantic Spider, parce que c'est chouette, avec le totem. Il a un Web Spiner Shaman sur Ragnarok, bah, je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait, c'est génial. 2 fois 10 Spider Rider, 1 fois 5 Spider Rider, 20 Staba et 5 Loons Macha Fanatic. Il a une Ragnarok toute seule, il a le bataillon avec tous ses Spider Riders, et il a les sorts qui vont bien avec la Malvolant Moon et le Scuttle Tide. Alors, cette liste, je l'adore. C'est pas ce qu'il pouvait y avoir de plus optimisé, clairement pas, mais je l'adore. Je l'adore parce que on voit qu'il s'est fait plaisir. Il a mis dedans plein d'unités chouettes. Il a fait un petit mélange de tout ce qu'il y a de chouette en gobelin. Alors oui, ce n'est pas ce qui est le plus fort, clairement pas. Parce qu'il n'a pas optimisé, on va dire, toutes les synergies de son armée. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça peut surprendre pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que mine de rien, il a beaucoup de sorciers. Mine de rien, il peut faire énormément de blessures mortelles avec cette armée. Il a des monstres qui peuvent faire très mal. Il a une armée qui va quand même assez vite pour prendre des objectifs. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour ce tournoi, pour cette armée, où on voit vraiment quelqu'un venir avec... On sent qu'il aime les gobelins, quoi. On sent qu'il a aimé sa liste et qu'il a fait sa liste avec tout ce qu'il aime chez les gobelins. Et pour ça, moi, je dois lui dire bravo. Et attention, c'est pas du tout péjoratif et c'est pas du tout de dire ouais, mais il a fait ça, mais c'est bon pour l'amical, il a aucune chance au tournoi. Non. Pour moi, il a une vraie chance. Il a une vraie chance parce que c'est une armée qu'on connaît très peu. Il a une vraie chance parce que au final, c'est plein de choses qui font très mal aussi. Donc si on fait pas attention à certaines choses dans sa liste, ça peut nous tuer, quoi. Le Loonboss sur Mangler Squeak, ça peut sniper une unité ou 2 unités complètes en une phase, hein. Les araignées, avec les bons sorts, les bons trucs faits au bon moment, ça peut te sniper une unité. Ça peut faire très mal. Moi, personnellement, c'est pas une armée contre laquelle je vais trembler contre cette armée. Parce que mes archers, on a
je t'avais expliqué, on l'avait calculé dans la vidéo sur mon armée. Au final, je fais quand même des blessures mortelles, mais des blessures mortelles, j'en fais pas autant pour tuer une araignée, hein. J'en fais pas autant pour sniper un lone boss, ou alors je dois mettre mes 2 unités dessus, mais mettre mes 2 unités dessus, je vais pas arriver à le choper très vite, hein. Donc moi, c'est une armée qui, si on fait pas attention, ça peut faire très mal. Voilà, là c'était la présentation des listes. Maintenant on va vite passer sur les match-up et vous dire un peu, ben, à mon avis, je vais me lancer dans le jeu du pronostic, hein. J'aurai certainement faux, mais j'aimerais que vous aussi vous lanciez dans le jeu des pronostics en mettant dans les commentaires vos pronostics sur la première ronde. Hop, on va aller revoir ça. Premier match, Émile, donc le Ogre, qui va jouer contre Gobelin. Ah ben justement... Voilà, ça, par exemple, c'était un des tirages pour le Gobelin qui pouvait être le meilleur possible. Il n'a pas de tir en face, ou très peu, hein, il a les 6, effectivement, tireurs de canon, mais ils sont pas spécialement à longue portée, et c'est des armées qui vont se foncer dedans. Alors déjà, le premier scénario fait que les armées doivent se foncer dedans, donc déjà, c'est fort, mais en plus là, ils vont vraiment bien se foncer dedans, ils vont se faire très mal. Alors personnellement, si je ne prends que les listes, sans parler des joueurs, je vais miser ma pièce sur le Gobelin. Voilà. Je sais que le niveau expérience des 2 joueurs, Émile est beaucoup plus expérimenté qu'Arnaud. Donc, peut-être niveau joueur, Émile peut prendre le dessus. Voilà. Mais niveau liste pure, je pense qu'Arnaud a une vraie chance à jouer sur cette partie-là. Et donc là, je vais miser Arnaud vainqueur sur cette première partie. Deuxième partie, on va avoir Jérémy avec son armée de Slave to Darkness, Archaon, contre Thomas Conrad, qui va jouer, donc je vous rappelle, l'armée de City of Sigmar, avec les 3 dragons et les chevaliers sur sang-froid. De nouveau, super tirage au sort, parce qu'on va avoir 2 armées de cavalerie, menées par des gros monstres, qui vont se rentrer dedans. Alors là, par contre, gros point pour Jérémy, parce que son armée est beaucoup plus létale que l'armée de Thomas. Là où ça peut passer, c'est si Thomas arrive à passer son sort de vitriol, mais avec Archaon et un sorcier du chaos, ça va être dur de le passer. Voilà. Pour moi, Jérémy fait beaucoup plus mal et est peut-être un peu moins dépendant de la charge que Thomas, puisque Thomas, ses unités vont faire mal si elles chargent avec les lances. Jérémy, elles font mal tout le temps. Donc, dans un piège, Jérémy peut prendre un piège, peut s'en sortir, tout ça. Et puis, Archaon, je vois pas vraiment comment Thomas peut gérer Archaon, malheureusement. Voilà, avec sa liste. Après, voilà, je peux me tromper, évidemment. De nouveau, toujours très important va être le scénario. Le scénario a d'une importance capitale, ça je n'arrête pas de vous le répéter de toute façon. Et on va voir ici, mais je pense que ça va être très intéressant. Là, je vais quand même miser ma pièce sur Jérémy dessus. Alors, la table suivante, on va avoir Maxime avec son armée de Skaven. Son armée de tir Skaven qui fait énormément de tirs, énormément de blessures mortelles et des unités qui ne fouillent pas, qui prennent les objectifs contre l'unité par excellence pour prendre les objectifs et ne pas bouger. Voilà, on va avoir en fait ici une armée où on va avoir 2 armées qui vont se rentrer dedans au milieu de la table et qui vont pas bouger. Et le problème, c'est que dans cette configuration où on va avoir 2 armées qui se rentrent dedans et qui ne bougent pas, ben, je vais donner le Skaven vainqueur. Parce que le Skaven va avoir tous les tirs qui vont aller derrière et qui vont pouvoir balancer sur les unités. Donc, ça va beaucoup jouer, et malheureusement, je pense que les parties de Jonathan vont beaucoup se résumer à ça, à sa capacité à annuler les blessures. Mais là, je vais quand même donner le... c'est pas parce qu'il joue Skaven, hein, je vous vois venir dans les commentaires, oui, mais c'est son armée de cœur. Non. Je pense vraiment que là, Maxime a un gros avantage par rapport à Jonathan. Après, une partie n'est jamais comme les autres. Il y a quand même les 2 fois du Shadow Warrior, va falloir jouer autour et tout ça. Mais je pense vraiment que la puissance de feu destructrice des Skaven vont être un gros atout dans cette partie-ci. Alors la table 10, on va avoir Adrien, donc les Caradrons, contre Eric, les Zombettes. Alors là, je sais pas. De base, je vais vous dire, pour moi, les Caradrons sont au-dessus, clairement. Surtout qu'Eric n'a pas spécialement beaucoup de protection. Après, comme je vous ai dit, les Zombettes, ça peut être très fort si c'est bien joué. Là, je vais quand même donner le petit point bonus au Caradron, personnellement, parce que je me mouille, on va dire. Mais c'est une des parties où j'ai vraiment envie de voir, en fait, cette partie-là. Autant il y a des parties où, pour moi, mon pronostic, dans ma tête, après, n'oubliez pas qu'une
je le répète, hein, une partie n'est jamais jouée à l'avance. Au contraire, hein, là je ne juge que les listes pures, le scénario rentre dedans, ce qui joue en premier, tout ce qui peut se passer pendant une partie, le niveau d'erreur qu'on peut faire en termes de jeu et tout ça va énormément jouer. Donc voilà, hein, clairement, c'est juste un petit jeu de pronostic que je vous encourage à faire aussi parce que c'est marrant. Mais voilà, je vais donner un petit bon point pour moi à Adrien qui va passer à ce moment. Alors, table 11, ben, ce sera moi contre Quentin. Ben, Quentin, je suis désolé, hein, je sais que tu vas regarder la vidéo. Je vais me mettre moi. Juste parce que j'ai envie d'y croire, tout simplement. Mais ça va être une partie, mais tellement dure. Oh là 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 là, mais tellement chouette à jouer. On en a parlé en privé, hein. On est tous les deux à donner l'avantage à l'autre. Et c'est d'ailleurs très marrant. Mais on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on va passer une super partie et que ça va être génial à jouer. Alors là, franchement, j'ai trop envie de la jouer, en fait, cette partie. Et que je la gagne ou que je la perde, je m'en fous parce que je serais trop content de la jouer contre toi. Ça va être génial. Et à table 12, eh ben, on va rencontrer les deux bourrins. Et oui. Et là, ça va être super intéressant comme partie parce qu'on va avoir donc Esteban avec ses idonettes contre Jérémy avec ses séraphons. Et là, par contre, ben, je ne sais pas du tout. Parce qu'on va avoir Jérémy qui, s'il arrive à bien protéger son croac, mais qu'est-ce qu'il va en faire baver à cette armée de... d'idonettes. Mais qui est-ce qui va en faire baver? Par contre, si les idonettes parviennent à le choper, c'est game direct, quoi. Alors, si je dois me jouer au jeu du pronostic, je vais dire que c'est les idonettes qui vont passer. Parce que les idonettes font tellement mal. Maintenant, c'est très difficile. Je pense que c'est le match le plus difficile à part le mien, mais c'est normal, mais le match le plus difficile à pronostiquer. Je pense vraiment que ça va jouer parce que Jérémy va invoquer aussi et ça va être dur. Enfin, il va invoquer des Saurus avec sa machine des dieux. Il va pouvoir faire des cordons et des cordons que Esteban ne sera peut-être pas passé. Même s'il vole, mais s'il joue intelligemment, et à côté de ça, il va faire beaucoup de blessures mortelles. Et le problème, c'est que les idonettes, ils font beaucoup de dégâts, mais après, c'est plus difficile, quoi. Donc, ça va vraiment jouer... Je crois que ça va jouer à la moindre erreur, cette partie-là. Ça va vraiment jouer à la moindre erreur, et vu que c'est une partie qui va vraiment foncer au milieu de table, ça va être très difficile, mais ouais, Allez, je continue. Pour moi, les idonettes vont avoir un avantage. Et voilà. Voilà, je vous ai présenté un peu les armées, je vous ai présenté le pairing, je vous ai donné un peu mon pronostic. J'espère que ça vous a plu. Alors donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos propres pronostics. Voilà, moi je trouve ça cool. On peut s'amuser là-dessus, hein, même vous, hein, parce que je sais que tous les joueurs du tournoi vont regarder la vidéo, donc donnez-moi vos pronostics aussi, hein, les gars. Et merci de m'avoir suivi. On a passé la barre des 400. C'est trop génial. Je suis super content. C'est vraiment cool. J'aurais voulu faire ça pour le Warhammer 40 000 et le 9e âge aussi. Voilà. Le fait est que comme j'ai été malade, malheureusement, j'ai pas su les préparer. Déjà, j'ai pas assez préparé celui de Age of Sigmar, je trouve. Donc, malheureusement, je pense pas que je saurais les faire, mais on n'est jamais à l'abri de pouvoir le faire quand même. Je vais essayer de faire un ou deux rapports de bataille la semaine prochaine pour pouvoir les enregistrer. Et sinon, de toute façon, dimanche, j'aurai le la grosse journée de tournoi de tournage. Et à savoir aussi que la semaine suivante, donc le 18 plus 7, le 25. Le dimanche 25, si on peut toujours continuer à faire les tournois, hein, Covid, on verra. Je participe à un tournoi Warhammer 40 000. Donc je vous ferai sûrement une vidéo de présentation de ma liste d'armées. Présentation des listes d'armées. Là par contre je serai beaucoup moins pertinent. Donc si j'arrive à faire avec quelqu'un, sinon tant pis. Mais au moins je vous présenterai les listes d'armées. Et aussi tournage lors du tournoi Warhammer 40 000. Comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous jouent aussi à Warhammer 40 000. Donc si ça peut vous intéresser, ça peut être chouette. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment cool. Hein. J'aimerais bien que la chaîne
passe encore une vitesse, hein, qu'on aille encore plus loin, tous ensemble. Hein. Moi, j'en prends de plus en plus de plaisir à faire ça avec vous, et j'espère que vous en prenez de plus en plus aussi à m'écouter et à voir les vidéos que je produis pour vous. Voilà, messieurs. Voilà, on se retrouve bientôt dans les royaumes de Keia, et un grand merci à vous de me suivre, et je vous dis à bientôt les amis.